Bonsoir Christelle. Bonsoir Tom. Nous sommes arrivés au site numéro 139 et nous sommes le 4 mai 2019. Le bilan de la semaine est contrasté puisque il y a un nombre de victimes quand même, mais c'est des blessés. Et par contre pour les bombardements c'est en sensible augmentation et c'est pas rassurant, et ça tu vas nous en parler justement. Oui, puisque du 27 avril au 3 mai 2019, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en RPD à 70 reprises, donc on est à plus que la semaine dernière, durant lesquelles elle a tiré 268 obus de mortier de 120 et 82 mm, donc là on est à plus du double de la semaine passée, donc on a bien rattrapé. Mais aussi des munitions de véhicules de combat d'infanterie, lance-roquettes, système de défense antiaérien, lance-grenades et armes légères, pour un total de 1060 munitions, donc là on a bien éclaté le chiffre de la semaine passée. Ces tirs ont touché 16 localités de la République. Il faut y rajouter les 7 violations et 139 munitions des dernières 24 heures. Alors parmi ces 139 munitions, on a quand même 5 obus d'artillerie de 152 mm. Oh ben rien que ça. Qui ont été tirés hier matin sur Dokuchaïevsk. 25 obus de mortier de 82 et 120 mm et 3 missiles anti-chars philo-guidés. Oh bah. Je ne sais pas sur quoi ils tirent, mais bon, c'est pas grave. Enfin, si, des habitations, en fait. On va en reparler. Puisque cette semaine, suite au tir de l'armée ukrainienne, donc on a eu 3 soldats de la RPD qui ont été blessés, 7 habitations, ainsi que des lignes, transformateurs électriques et gazoducs ont été endommagés. En ce qui concerne le travail de l'OSCE, il continue d'enregistrer l'absence d'armes lourdes des zones de stockage où elles devraient se trouver côté ukrainien. Cette semaine, 63 pièces ont été notées absentes. Oui. On a eu 23 obusiers automoteurs Gvozdyka de 122 mm, 6 obusiers D30 de 122 mm, 30 mortiers de 120 mm, un mortier de 82 mm, 3 canons anti-chars Rapira de 100 mm. Donc c'est bien, quoi, tout va bien. Ça continue. Bon, encore une fois, le travail d'observation de la ligne de front par les drones de l'OSCE a été rendu impossible, puisque les soldats ukrainiens tirent sur ces derniers. Ils sont même récompensés pour ça par leur commandant, Naïev. D'accord. Certains des soldats qui avaient abattu un drone de l'OSCE, ils ont reçu des médailles. D'accord. On leur enverra la facture des drones, hein. Oui, ça serait sympa, parce que bon, je suis pas sûr que les contribuables européens aient envie de continuer à financer cette gabegie. Ouais. Ça coûte très cher, très très cher. Ouais. En plus, au rayon violation des accords de Minsk, en plus de bombarder les RPD et les RPL et d'empêcher l'OSCE de faire son travail, l'armée ukrainienne viole un autre point de ces mêmes accords, qui est, je le rappelle, le déminage, puisqu'il est prévu normalement de retirer les champs de mines. Ouais. Sauf qu'au lieu de nettoyer les champs de mines qu'ils ont éparpillés un peu partout, l'armée ukrainienne, ils sont en train d'en rajouter près de la ligne de front. Oh. Une violation de plus ou de moins. Hein. Oui, puis bon, comme ils font ça comme des burnes, ça se finit mal pour eux. Ainsi, le 28 avril, un peloton de sapeurs de la 53e brigade des forces armées ukrainiennes a installé des mines antipersonnelles près du point de passage de Mayorsk, au nord de Gorlovka. Parmi les 3 soldats chargés de la besogne, un était un ancien technicien aéronautique, donc sans aucune expérience en maniement des explosifs. Et il avait été envoyé là pour boucher les trous. D'accord. Bon, j'ai besoin de vous expliquer qu'il n'a pas bien géré l'installation d'une mine qui lui a pété à la gueule. L'homme a été grièvement blessé et envoyé à l'hôpital. Je ne parlerai même pas du danger que courent les civils qui passent par ce point de passage. Je leur recommande de ne passer que sur les zones asphaltées. Oui. Surtout, partez pas pisser sur les bas-côtés. Je vous recommande. Il vaut mieux faire dans son pantalon, parce que là, ça coûte cher. Hein. Ouais, c'est clair. Le lendemain, le 29 avril, plus au sud, donc près de Granit-Noyer, c'est un camion Oural de l'armée ukrainienne qui transportait un groupe de sabotage reconnaissance qui devait attaquer les lignes de défense de la RPD, qui a roulé sur un de leurs champs de mines. Résultat, le chauffeur et les 4 apprentis saboteurs ont été grièvement blessés. Avec du sang dans l'alcool, hein, visiblement, hein, dans les veines. Hein. Il a pu rester beaucoup de sang dans l'alcool, à mon avis. En tout cas, dans cette zone de responsabilité de la 35e brigade des forces armées ukrainiennes, les soldats de cette unité ont installé aussi de nouveaux champs de mines à proximité des maisons civiles à Nikolaïevka et Novognatovka. Ça promet encore des victimes parmi les civils. Ouais. C'est quand même magnifique. Ils n'ont vraiment aucun scrupule, hein. Aucun. Non.
Et puis alors après un début de semaine qui était relativement calme, l'armée ukrainienne a brutalement intensifié ses bombardements contre le territoire de la RPD, surtout sur la périphérie de la capitale en fin de semaine. Si on regarde en fait le graphique de la semaine, ou même celui des 2 semaines précédentes, enfin de la semaine précédente et de l'actuelle que moi j'ai fait, ça se reflète pas tellement dans le nombre de violations en fait, mais plutôt dans le nombre de munitions tirées, qui lui a fait un bond spectaculaire, et surtout dans la proportion des munitions d'un calibre interdit par les accords de Minsk. C'est-à-dire qu'habituellement on a quand même une proportion d'obus de mortier, d'artillerie, etc., qui en moyenne, c'est une moyenne, atteint environ maximum un quart des munitions tirées. Bon, bah là, en fin de semaine, on était monté à 36%, puis à 47,5%, donc presque la moitié. Enfin, c'était quand même pas mal, quoi. Depuis le 1er mai, l'armée ukrainienne, donc en comptant vendredi, avait tiré ainsi 380 munitions contre le territoire de la RPD, en à peine quelques jours quand même, principalement sur Dokuchaïevsk, qui a reçu 163 munitions, dont 47 de gros calibre, Spartak, qui a reçu 18 munitions, dont 12 de gros calibre, Mineral Noye, qui a reçu 110 munitions, et la périphérie de Donetsk, donc surtout Troudovski, qui a reçu 92 munitions, toutes d'un calibre interdit par les accords de Minsk. Ouais, c'est ce que je dis. Pas dans la dentelle quand ils violent les accords de Minsk. Non. La totalité des attaques donc de la fin de semaine a visé la périphérie de Donetsk, entre autres le village de Troudovski où une maison a été endommagée, ainsi que les localités de Mineralnoye et Dokuchaïevsk. Dokuchaïevsk, là, 6 maisons et 2 pièces d'infrastructure, entre autres une ligne électrique, ont été endommagées. Heureusement, il n'y a pas eu de victimes parmi les civils. On montrera quelques-unes des photos prises par les représentants de l'RPD au sein du Centre conjoint de contrôle et de coordination du cessez-le-feu, le CCCC. Donc ils ont pris des photos à Dokuchaïevsk. Une fois arrivés sur place, en fait, les représentants de l'RPD au sein du CCCC ont découvert que certains des obus ayant frappé Dokuchaïevsk pendant la nuit n'étaient pas des obus de mortier, mais des obus d'artillerie de 152 mm. Ah ben là, c'est flagrant. Je veux dire, les dégâts sont tellement énormes. Ah, les dégâts sont énormes et la taille des éclats, quoi. Il y a un moment, il te sort un éclat, c'est un machin comme ça, quoi. Enfin, je veux dire, t'as jamais un éclat de cette taille-là, même avec un obus de mortier de 120 mm. Ah bah, c'est clair. C'est des petits morceaux, très coupants, mais c'est des petits très morceaux. coupants, mais là, t'avais vraiment un machin long comme une main, quoi. Donc, ça, c'est des obus d'artillerie. Je tiens quand même à rappeler que lors des dernières discussions des groupes de contact à Minsk, le 24 avril, les représentants ukrainiens ont refusé d'accepter la déclaration proposée par l'OSCE, qui contenait entre autres des mesures additionnelles pour renforcer et mieux contrôler l'application du cessez-le-feu. Ce refus d'accepter ces mesures additionnelles, bon, c'est logique, parce que ça les empêcherait de mener leur petite provocation. Bah, oui. L'autre fait qui explique cette recrudescence de bombardements contre les civils, on en avait parlé la semaine dernière, c'est le déploiement récent du régiment néo-nazi Azov dans la localité de Marinka. Donc ça explique le fait que Donetsk et sa périphérie soient devenus les cibles privilégiées. Il n'y a quasiment pas de violation sur les autres directions, quoi. C'est vraiment très léger. C'est vraiment Donetsk et sa périphérie qui sont devenus la cible prioritaire. Ce qui montre bien que ce que craignait le commandement de la milice populaire de la RPD, à savoir que cette unité avait été déployée là pour aggraver la situation sur cette portion du front à la veille des festivités du mois de mai, ça a l'air de se vérifier. Voilà. Et pour celles et ceux qui douteraient du caractère néo-nazi de ce bataillon, en fait, le service de presse de la milice populaire de la RPD a été faire un reportage sur les positions de la milice populaire face à Marinka. Et ils ont découvert... Comment on pourrait dire ça ? Un remake de l'invasion nazie de l'Union soviétique, c'est ça, non ? Enfin, en tout cas, parce qu'en fait, ils étaient en face des positions d'Azov, et donc ils ont filmé les positions du régiment Azov, et qu'est-ce qu'ils ont vu ? Un magnifique drapeau nazi, on montrera l'image, qui trône, magnifique, qui est dressé au-dessus de la position. Ce serait bien de poser la question à BHL pour savoir ce qu'il en pense.
Hein, lui ouais, qui il va n'en voit dire que aucun. c'est pas des nazis. Oui, ah Il y oui. en a, et j'ai vu sur Twitter, il y en a qui étaient en mode, oui, bon, je sais plus quel abruti de journaliste français avait sorti, oui, bon, l'humour des soldats ukrainiens est un petit peu particulier. Oh, un humour, oui, bien sûr. Ouais. L'humour, oui, bien sûr. Les mecs te brandissent des symboles nazis, t'appelles ça de l'humour. C'est marrant, hein, parce que je pense que ça devait être le même paquet de mêmes qui, quand Dieudonné faisait ses trucs, étaient les premiers à vouloir le foutre au placard, quoi. Ouais, Je veux dire, à un moment, faut être cohérent 5 minutes, quoi. Ah oui, plus que ça même. Hein. Hein, C'est vrai. en France, tu fais de l'humour comme ça, tu te fais arrêter quand même. Hein. Ah bah ça finit mal, hein, oui. C'est de l'apologie d'idéologie nazie. Hein. J'ai le regret de vous l'annoncer. Hein. Ouais, Oui, voilà. mais c'est comme la Suisse avec l'immunité. Et ben là-bas, en Ukraine, c'est possible. Tout est possible en fait. Hein. Tout est possible. Donc ce superbe drapeau flottait en plus au-dessus de positions installées à proximité immédiate des habitations civiles de Marinka. Ce qui, je rappelle, est non seulement une violation des accords de Minsk, mais aussi de la Convention de Genève. Je plains les civils qui sont juste à côté. Ça va être sympa en plus la vue. Quand tu sors de chez toi dans la rue, t'as droit au drapeau nazi, là, juste là, en bas de ta rue, quoi. Ouais. Hein? Non, mais c'est magnifique. Non, le prochain qui me dit que ce régiment-là, c'est pas des néo-nazis. Est-ce qu'on patiente pour savoir si les chancelleries allemandes et françaises vont réagir Ah bah écoute, j'ai publié l'article hier. J'attends toujours. Oui. J'attends toujours. J'attends la convocation en urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, déjà à propos de cette recrudescence de bombardements et de destruction de maisons civiles, donc de violation flagrante des accords de Minsk par l'armée ukrainienne. J'attends les grandes déclarations scandalisées, les protestations publiques, mais j'attends toujours. Voilà. Je crois qu'on risque d'attendre longtemps. Ça, je pense qu'on va pouvoir attendre très très longtemps. Hein, je pense que ça en dit long sur ce que ça vaut ces protestations à 2 balles. Oui. Hein, et j'attends surtout que l'Allemagne fasse une petite déclaration. Eux qui normalement sont censés être très stricts maintenant sur tout ce qui est symbole de l'idéologie nazie. C'est quand que Tata Merkel, elle fait remarquer que c'est juste pas acceptable quand même que Kiev plus que tolère ce genre de régiments néo-nazis et les utilise, puis les laisse te fout des drapeaux nazis sur les positions. Enfin. D'ailleurs, j'ai pas réussi à remettre la main dessus, mais j'avais vu une autre vidéo qui semble-t-il, à mon avis, venait aussi du régiment Azov. J'avais vu passer sur Twitter, où, pareil, tu voyais ce même genre de drapeau nazi, et puis un soldat ukrainien qui est en train de tirer vers nos positions en rigolant, quoi. Ah oui, aussi. Oui. Voilà. Non, mais bon, je veux dire, le prochain qui me dit que ce que je dis, c'est pas vrai et que c'est pas des néo-nazis, les mecs ont un drapeau nazi sur leur position. Le drapeau de la Wehrmacht, tout va bien. Hein, c'est normal. C'est tout à fait normal. Voilà. Et puis, puisqu'on parlait tout à l'heure des pertes, etc., la milice populaire a fourni les chiffres des pertes de l'armée ukrainienne durant l'année écoulée, puisque ça fait 1 an que la fameuse opération antiterroriste dans le Donbass a été renommée en opération des forces interarmées et qu'elle a été placée sous le commandement de Tschernaïev. En 1 an, ils ont perdu plus d'1 millier d'hommes, 219 qui ont été tués, 844 blessés. Alors qu'on a un cessez-le-feu quand même, c'est quand même magnifique. Mais je pense que le chiffre est carrément sous-estimé parce qu'il faut y rajouter qu'il y a quand même 1252 soldats ukrainiens qui sont portés disparus ou abandonnés. Ah oui, il y a des chances qu'ils soient morts. Je pense qu'il y en a un petit paquet qui doivent être morts. Voilà, je pense que un bon paquet, des 1000 et quelques, tu peux les foutre dans la catégorie décédés. Et ils ont eu plus de 70 pièces d'équipement militaire tombées en panne pour cause de mauvaise manipulation par les soldats ukrainiens. Je sais pas si ça compte les fameux mortiers Molotov qui explosent. Oui, j'y pensais, oui. Mais je pense qu'ils doivent compter aussi, parce qu'ils ont dû faire du massacre, eux. Ouais. C'est magnifique. C'est soi-disant l'armée la plus puissante d'Europe, ou je sais pas quelle connerie là qu'elle nous sortait Poroshenko là. C'est une troupe de pieds nickelés, oui.
Si on regarde la situation en Ukraine, je rappelle que le 2 mai 2014, 48 personnes perdaient la vie à Odessa. Alors 48, c'est les chiffres officiels. Oui, parce qu'il y a des rumeurs. Il y a des chiffres qui parlent qui sont beaucoup plus élevés, des estimations qui sont beaucoup plus élevées. Oui. La plus grande partie de ces 48 personnes sont mortes dans l'incendie de la maison des syndicats. 5 ans après, je ne sais pas si ça va être une surprise pour vous, mais personne n'a été jugé pour ce massacre. 5 ans après, c'est quand même magnifique. Résultat, la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine vient d'épingler Kiev pour le fait de ne pas avoir été foutu de mener une enquête efficace et non biaisée. C'est un petit peu logique en même temps. Parce que ceux qui ont fait ça, c'est ceux qui ont fait le Maïdan et soutenu après les nouvelles autorités. Ils vont pas enquêter sur eux-mêmes. Ça va être un petit peu naïf là quand même. La note résumant cette situation a été présentée lors d'une conférence de presse le 2 mai au matin à Odessa même par Fiona Fraser, chef de la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine. Bon, le verdict de cette mission de surveillance envers les autorités ukrainiennes est assez limpide, je vais les citer. 5 ans plus tard, il n'y a toujours pas eu de condamnation pour l'assassinat de 6 personnes et la mort violente de 42 autres. Alors déjà, je sais pas pourquoi on catalogue les 42 morts en morts violentes. Moi, des gens que tu fais cramer délibérément dans un bâtiment, ça rentre dans la catégorie assassinat. C'est clair. Et mort violente. C'est-à-dire que parmi les 6 qui ont été considérés comme assassinés, il y en a une en particulier. Ceux qui ont été abattus. 6 qui ont été assassinés, c'est ceux qui ont été abattus dans la rue. Et puis dedans, il y a une femme enceinte qui a été étranglée avec un fil téléphonique quand même. Voilà, mais elle est comptée dans les 42, elle. Ah bon voilà, c'est les morts violentes. Voilà, tu vois, étranglée par un câble de téléphone, tu vois, mort violente. C'est intéressant déjà la terminologie de l'ONU. Je poursuis. Certaines des procédures pénales engagées après les événements tragiques ont été bloquées au stade de l'enquête préliminaire, tandis que d'autres l'ont été au stade du procès. Cela suggère un manque d'intérêt réel de la part des autorités ukrainiennes à assurer la justice pour les victimes et la condamnation des auteurs de crimes. La MSDHU craint que les enquêtes policières sur les affrontements dans le centre-ville et l'incendie à la maison des syndicats ne répondent pas aux critères d'indépendance et d'impartialité, étant donné les allégations de complicité des forces de police dans cette affaire. Alors, sachant que les flics se sont tournés les pouces tout le long, qu'ils sont restés là à regarder ce qui se passait. Ah oui, ils ne sont pas intervenus, c'est clair. Non. Vous croyez vraiment qu'ils vont faire une enquête sur tout ça ? C'est une blague quand même. Les vidéos prises ce jour-là, elles sont très claires. Je veux dire, déjà, ça montre bien que les gens qui ont été assassinés dans la maison des syndicats, c'est bien un assassinat, c'est pas une mort violente. Je veux dire, tu vois clairement que les pro-Maïdan voulaient tuer. Ils étaient vraiment... ils voulaient tuer les gens qui étaient là. On le voit en particulier sur certains extraits vidéo, où on les voit en train d'achever les gens qui essayaient sautent par les fenêtres. Là, j'ai osé appeler ça des morts violentes. C'est manier un petit peu trop l'euphémisme là quand même. Ensuite, Madame Fraser se focalise assez rapidement sur les accusés de des seconds couteaux, le chef des pompiers qui ne serait pas intervenu assez vite, ou la police, donc comme je disais, qui s'est tourné les pouces. Et elle passe en fait très vite sur un fait pourtant important, qui est le fait que la police ukrainienne a justifié son incompétence par le fait qu'ils n'ont pas réussi, soi-disant, à identifier les responsables de l'incendie. Alors, bon, moi j'ai vu assez de vidéos de ce qui s'est passé ce jour-là, y compris celles qui sont montrées dans les échantillons qui sont montrés dans le documentaire de Paul Moreira, Ukraine, les masques de la Révolution. Il y a quand même un petit paquet de gens qui sont à visage découvert. Certains qui sont des gens assez connus, qui sont même identifiés par Moreira dans son documentaire. Il y a un truc aussi qui s'appelle des logiciels de reconnaissance faciale. Vous m'expliquez comment vous faites pour ne pas réussir à identifier ces gens-là ? C'est parce qu'ils ne veulent pas, c'est tout. C'est simple. Je veux dire, voilà, je pense que c'est très clair. Moi, j'aurais bien aimé que Mme Fraser souligne un petit peu ce point majeur, pour bien montrer qu'effectivement, il n'y a aucune volonté de la part de Kiev de faire l'enquête de manière sérieuse.
Parce qu'en plus, dans le truc de Moreira, t'as non seulement les tronches des gens, mais t'as même des aveux de certains des gars qui ont organisé le massacre. Ouais. Donc comment est-ce que tu peux dire, oui, sortir l'excuse du truc, sans remettre en perspective à un moment, en disant que c'est du foutage de gueule? Faudrait appeler un chat à chat quand même à un moment. Hein. Ouais. D'accord? Je veux dire, après l'histoire que la MSDHU note avec préoccupation que les autorités ukrainiennes n'ont pas fait le nécessaire pour que des enquêtes et des poursuites rapides, indépendantes et impartiales soient menées sur les meurtres et les morts violentes commis lors des violences du 2 mai. Non mais, enfin... Elle me facilite le transit intestinal, celle-là. Non, excusez-moi, mais c'est laxatif, quoi. Enfin, non, allô. Je veux dire, c'est quoi ces conneries, quoi? Je veux dire, les mecs montrent de manière délibérée qu'ils ont absolument pas envie de courir derrière les mecs qui ont fait ça, alors qu'on a des preuves, mais tout le tour du ventre. Internet regorge de vidéos où tu vois la tête des mecs, où t'en as certains qui sont même nommés, donc comme dans le truc de Moreira, où t'en as qui se vantent d'avoir organisé ce massacre par Roubi en tête. Et ces gens-là sont toujours libres. Je veux dire, faut pas dire, on note avec préoccupation. Non, faut dire, au vu du matériel qui est disponible en ligne, il est évident que les auteurs peuvent être très facilement identifiés et que donc Kiev n'a absolument pas l'intention de mener l'enquête. Point. Voilà, faut appeler un chat un chat. Ça n'a pas empêché, sauf erreur de ma part, le président de l'Assemblée nationale française, l'ex-président, d'avoir reçu par Roubi en grande pompe. Avec les honneurs en grande pompe, la totale. Non, mais c'est bien. Je vous dis, vous financez l'Ukraine, qui donc, ça sert à financer des bataillons néo-nazis comme Azov qui dressent le drapeau de la Wehrmacht sur leur position, et ça sert à payer le salaire de ce trou de balle de Paroubi, qui est un néo-nazi, et qui a aidé à organiser non seulement le massacre du Maïdan, parce qu'il est mouillé dedans jusqu'aux cheveux, et en plus le massacre d'Odessa. Je veux dire, c'est magnifique. Vous payez le salaire d'une bande de criminels. Hein. C'est quand même... c'est une utilisation très intéressante de vos impôts. Je pense que ça serait bien de demander un petit peu des comptes à Micron. Mais une des explications pour ces freins serrés à mort, comme on dit, hein, sur l'enquête, c'est peut-être que ça risque de remonter jusqu'à Washington aussi. Hein. Ah bah oui, mais bon... Je veux dire, moi je vois maintenant les fameux logiciels de reconnaissance faciale, c'est tellement au point que maintenant aux États-Unis ils les utilisent comme remplacement de la procédure de check-in. C'est-à-dire t'as plus besoin de sortir ton passeport, en fait le truc te scanne, il vérifie que c'est bien ta gueule, que t'as bien un billet à ton nom et tu passes. Donc c'est au point comme truc, hein. Ah bah oui, quand même. Hein. Donc je pense que on passerait ça en moulinette sur un petit paquet de vidéos de ce qui s'est passé ce jour-là, on aurait une belle liste de plusieurs dizaines de noms, hein, je pense sans trop se forcer. Hein. Oui, et puis en peu de temps. Hein, voilà, oui, non mais je comprends, hein, je sais très bien pourquoi ils le font pas. Comme je le dis, les autorités ukrainiennes actuelles se sont basées sur ces groupes ultranationalistes ou néo-nazis pour asseoir leur pouvoir, et c'est ces mêmes groupes qui ont mené ce massacre à Odessa. Donc ils ne mèneront pas l'enquête. C'est logique. Hein. C'est comme demander à un policier criminel d'enquêter sur ses propres crimes. Enfin, bon, c'est du débilisme. C'est comme pour le MH17. Je veux dire, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, c'est pareil pour les sponsors occidentaux de Kiev. Hein. C'est le ministère russe des Affaires étrangères qui a souligné quand même que tout ce petit monde qui a hurlé comme un seul homme à l'ONU à propos de la violation des accords de Minsk et gna 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 et des valeurs démocratiques et gna gna gna. Ça, ils nous ont tout fait, là, la bande de pleureuses professionnelles. Par contre, admettre que les forces qui soutiennent à la tête de l'Ukraine ont les bras couverts de sang jusqu'au coude, ah bah non, hein, ça ferait mauvais genre. Hein. Ça ferait mauvais genre. C'est pour ça qu'on voit aucune insistance, ni de la France, ni de l'Allemagne, ni des USA, d'exiger de Kiev de trouver et de punir les responsables de ces assassinats à la maison des syndicats. Voilà. C'est... Comme l'a dit le ministère russe des Affaires étrangères, on a entendu ces 5 dernières années les partenaires occidentaux se contenter de délibérations sur la nature démocratique de leurs protégés. C'est vrai que c'est vachement démocratique, hein, de tuer 48 personnes.
C'est flagrant. Ils sont juste pas d'accord avec toi. Enfin, c'est vachement démocratique. Hein. Comme je dis, il va falloir réinventer le mot dans le dictionnaire. Hein. La définition, il faudra changer. Ah bah là, c'est un glissement sémantique digne des pistes noires, des meilleures pistes de ski, hein, comme on dit. Hein. Ouais. Donc, c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans le rapport de l'ONU. Hein. Je vois que la Russie veut soulever la question de l'enquête sur le massacre d'Odessa auprès de l'OSCE. Il y a des gens qui ont lancé une pétition en ligne pour demander à l'ONU elle-même de mener l'enquête puisque Kiev n'est pas foutu de le faire. Enfin, quand je vois le contenu à la fois partiel et partiel de la note de Madame Frazier et du biais permanent des pays occidentaux face aux crimes commis contre les russophones et les Russes ethniques en Ukraine, je suis pas bien sûr que ça changera grand-chose au résultat. Voilà, c'est un bon début cette déclaration de Madame Frazier, mais il peut mieux faire. C'est insuffisant parce qu'elle va pas jusqu'au bout. Elle appelle pas un chat. Tout ce qui dérange la petite version officielle de Kiev, pouf, c'est caché sous le tapis. Voilà. Le jour où l'ONU fera son boulot et appellera les choses par leur nom, on pourra lui demander d'enquêter sérieusement sur tous les crimes du régime ukrainien post-Maïdan, y compris le massacre d'Odessa. Mais en attendant, ça servira à rien. Ça servira qu'à enterrer encore un peu plus la vérité. Hein. Je veux dire, on le voit avec la fameuse soi-disant enquête internationale sur les MH17. Ça fait 5 ans bientôt que la catastrophe a eu lieu. Toujours pas de tribunal, ce qui est logique, parce que les preuves sur lesquelles se basent le DSB et le JIT, je peux même plus appeler ça une honte, c'est au-delà de la honte. Je veux dire, c'est des photos et des vidéos trafiquées, des machins à moitié flous, c'est même pas des trucs originaux, des bandes audio trafiquées par le SBU. Enfin, je veux dire, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Enfin, c'est du grand n'importe quoi, mais complet. Un coup monté qui n'est même pas fait correctement. Non, tant mieux, ça se voit tant comme mieux, parce que là, c'est n'importe pas quoi. De chercher très longtemps, quoi. Et puis bon, je m'attends pas à ce que ce soit beaucoup mieux avec le père Zelensky, hein, qui, ça y est, ils ont enfin la commission. Ils ont traîné des pieds la commission électorale centrale ukrainienne pour annoncer officiellement les résultats. Hein, on se demande bien pourquoi. Et ils veulent repousser au maximum la date d'inauguration. Hein. Là, en tout cas, aujourd'hui, Zelensky a une réunion avec, entre autres, le président de la Rada, le père Paroubi, là. Monsieur Crampe au bras droit. Il veut demander à tenir sa cérémonie d'inauguration le 19 mai. Donc il semble que Zelensky se rende bien compte qu'il faut qu'il prenne ses fonctions le plus vite possible. De ce que j'ai vu à droite à gauche, il a l'air d'avoir l'intention de dissoudre l'Assemblée. En tout cas, de certaines déclarations des membres de son équipe, les gars se rendent bien compte que gouverner avec la composition actuelle de la Rada, c'est pas possible. C'est-à-dire que ils ont vu ce que ça a fait, c'est-à-dire quelques jours après sa victoire, ils ont voté cette loi. Cette loi sur la langue ukrainienne que Poroshenko essaie de signer en 4e berzingue avant que Zelensky. Donc c'est une course de vitesse là. Ils sont en train de nous faire une course de vitesse. C'est assez. Enfin, c'est pitoyable. Je vais dire à un moment. Moi, j'estime qu'à partir du moment où un nouveau président est élu, le président sortant ne devrait plus avoir le droit que de gérer les affaires courantes. Oui, c'est clair. Ouais, parce que là, c'est savonnage. Savonnage de planche. Là, ils ont mis du bonne dose de savon noir liquide, le délire total. Donc, non. Donc là, il a dit ça lors d'une rencontre avec des journalistes avant sa réunion avec le président de la Rada et les dirigeants des différentes factions parlementaires. Donc, on va voir si ils acceptent ou s'ils continuent de lui savonner la planche. Bon, il semble que ce ne sera pas la seule question abordée, ce sera la question clé, mais pas la seule, puisqu'il a dit qu'il est prévu de discuter aussi d'autres questions. Donc je pense qu'il va y avoir une petite remise au point de la part de Zelensky. Je rappelle que conformément à la constitution ukrainienne, le président doit prendre ses fonctions dans les 30 jours suivant la publication officielle des résultats des élections. La CEC ayant publié tout ça le dernier jour possible, à savoir le vendredi 3 mai, ça veut dire que Zelensky doit prêter serment avant le 2 juin inclus. Donc voilà. Donc, en un mois, il peut s'en passer plein des trucs en Ukraine. Je m'attends à tout. Donc on va voir ce que ça donne. Mais non, on voit clairement une course contre la montre entre Zelensky et le gouvernement sortant soutenu par la Rada. Eux essaient de lui s'abonner la planche, lui essaye d'avoir l'investiture le plus rapidement possible
pour pouvoir agir le plus rapidement possible et donc dissoudre la Rada, provoquer des élections anticipées pour essayer en gros à la Macron de surfer sur son succès électoral, monter une sorte de En Marche ukrainien. Oui. Et essayer de remporter une majorité qui lui permettrait de gouverner. Mais sans ça, ça va aller dans le mur. Hein. Il n'a pas quand même donné des signes très positifs. Hein, non. Il a répondu au truc des passeports en disant que l'Ukraine et la Russie n'avaient rien en commun. Enfin bon, si tu veux t'asseoir sur l'histoire, c'est du débilisme. La réécriture de l'histoire continue, Made in Ukraine, ça commence vraiment à saouler, quoi. L'histoire, c'est l'histoire. Non, l'Ukraine et la Russie, l'Ukraine a fait partie de la Russie, une bonne partie de l'Ukraine a fait partie de la Russie pendant des siècles. Arrêtez de faire chier avec ça. Admettez les faits. Hein, à un moment, faut arrêter, quoi. L'histoire sauce propagande, façon... entre les nazis qui s'étaient inventés une ascendance aryenne des êtres supérieurs et mon cul sur la commode. Ah, mais l'imagination est débordante, hein, même si elle est complètement... Mais c'est une mythologie, comique. C'est ce que disait Xavier Moreau, c'est-à-dire il s'invente une histoire mythologique. À un moment, faut arrêter les conneries. Il y a une histoire, elle est ce qu'elle est. Il y a des faits, ils sont ce qu'ils sont. Ils te plaisent pas. Qui te plaisent pas, ça change rien. T'as pas à réécrire l'histoire parce qu'elle te plaît pas. Je suis désolé. L'Ukraine a fait partie de la Russie pendant des siècles. L'Ukraine est un État bidon créé de toutes pièces par les bolcheviks en assemblant des morceaux venant des pays limitrophes en réalité. C'est un morceau de Russie, un morceau de Roumanie, un morceau de Pologne, un morceau de Hongrie. Je veux dire, à un moment, faut arrêter les bêtises. Oui. Mais malheureusement, on n'a pas des gens sages. Non, d'ailleurs, j'ai bien aimé la réponse parce que donc il a soutenu cette idée lui aussi, donc comme je disais, de donner des passeports ukrainiens aux Ukrainiens ethniques qui vivent en Russie. Et Poutine, je trouve, a très bien répondu. J'aime beaucoup l'humour de Poutine. Oui, il lui a sorti, ça sera super parce que comme ça, quand tous nos citoyens auront la double nationalité, en fait, ils auront la même citoyenneté. Oui. Comme nos deux peuples ont toujours été des peuples frères. Ça sera super, ça sera génial, on revient au basique, quoi. Un peuple, une citoyenneté, voilà, quoi. Oh, la claque qu'il leur a mis. Oui, c'est... Oui. C'est après ça, d'ailleurs, que Zelensky lui a répondu que l'Ukraine et la Russie n'avaient rien en commun. Si, vous avez une histoire commune. C'est une bonne partie de l'Ukraine, c'est le même peuple. Hein. C'était la Rousse de Kiev qui a été démantelée par les invasions tataro-mongoles. Mais à la base, vous avez une histoire commune. Je suis désolé, oui. C'était un seul pays qui allait de Novgorod jusqu'à Kiev. Hein. Bon. Donc, et ça couvrait même une partie de la Biélorussie, donc c'est même 3 pays en un, c'est un seul peuple. Il y a que la partie ouest de l'Ukraine où là, les Galiciens, là, c'est des Polono, Austro-Hongrois, c'est un truc, c'est plus des Russes, quoi. Mais une bonne partie, toute la partie sud-est, c'est des Russes ethniquement, hein, je veux dire, faut arrêter les conneries. Odessa est une ville russe, c'est Catherine la Grande quand même, hein, qui... Il faut arrêter les bêtises 5 secondes. Donc, à un moment, il faut replonger un petit peu dans un livre d'histoire. Que vous ayez plus envie d'être subordonné à Moscou, c'est votre choix. Le choix intelligent, ça aurait été d'être un pont intelligent entre la Russie et l'Europe. Oui. Vous n'avez pas voulu la jouer comme ça. Vous allez droit dans le mur. Et alors, suite à le passage de cette loi sur la langue ukrainienne, on a eu droit à un énième délire. C'est le pendant ce temps-là à Kiev. On a un nouveau là, il est bon lui. Ah ouais, je pense qu'il va revenir souvent. Maintenant que Porky est vers la porte de sortie. Hein. S'il reste ministre de la Culture, parce que c'est le ministre de la Culture ukrainien, Evgeny Nishchuk, qui a réussi à sortir que quiconque utilise la langue ukrainienne pour communiquer devient plus beau et plus heureux. Non, bien sûr. Ce monsieur est réellement ministre de la Culture, c'est pas une blague. Hein. Oui, non, mais tout est possible maintenant. On est à une époque où vraiment tout est possible.
surtout en Ukraine. Donc il a sorti ça sur une scène qui avait été installée devant la Rada. Il a sorti, je cite, accrochez-vous bien, si vous n'êtes pas encore allé aux toilettes, vous mettez sur pause, vous y allez maintenant, et vous revenez après. Oui. Non, parce que là, je vous jure, vous allez tellement rigoler que la catastrophe est quasiment certaine. Hein. Accrochez-vous. Ce nettoyage de la saleté du monde russe est un autre coup porté à leur propagande, à ces satellites qui, pendant des années et à l'époque de l'indépendance de l'Ukraine, contre lesquels les deux Maïdan se sont rebellés, n'ont cessé de répéter que cela mène à la division. Quel schisme quand des millions de belles personnes parleront l'une des plus belles langues de la planète. Oui, oui. Quiconque utilise cette langue, donc l'ukrainien, devient plus beau à l'intérieur, à l'extérieur, il brille, parce que c'est un langage vocal unique, il donne de la force. Voilà. L'auto-persuasion. Bon, alors, c'est lui, je sais pas ce qu'il prend, mais c'est de la super bonne. Si quelqu'un a l'adresse de son dealer, vous pouvez la mettre dans les commentaires sur Mais c'est possible. YouTube, le site. C'est possible que Poroshenko étant sur le départ, il a décidé de faire ce qu'on appelle une braderie. Ah ouais, il a bradé ses chocolats magiques, donc là, il a dû faire une overdose. C'est pas possible. Non, mais moi, quand j'entends parler ukrainien, ça m'écorche les oreilles, ça me file mal à la tête. En plus, quand tu entends ça, tu comprends que c'est un patois de paysan. Je veux dire, c'est comme quand tu écoutes le luxembourgeois. Oh, tu règles tes comptes là. Non, je veux dire, j'ai eu un patron qui était luxembourgeois qui te le disait lui-même. Il te dit, je suis luxembourgeois, c'est censé être ma langue maternelle, mais je préfère parler en français parce que c'est une langue qui est quand même bien plus belle à écouter et à parler. Je dis, luxembourgeois, c'est un putain de patois. Il me disait, c'est un mec qui avait plus de 40 ans et qui me disait, écoute, donc à l'époque, hein, je te parle de ça 10 ans en arrière, et qui me disait, écoute, c'est simple, la grammaire et l'orthographe ont été fixées il y a à peine 30 ans en arrière. Ah oui. Tu prends des gens de ma génération, t'en prends 10, tu leur fais faire une dictée. Il n'y en a pas une qui va se ressembler. Parce que chacun va écrire à sa sauce, parce qu'on a tous appris le luxembourgeois avant que la langue, les normes de la langue soient fixées. C'est le cas de l'ukrainien, puisque je rappelle que dans le cadre de leur langue, de leur loi sur la langue, ils ont décidé de créer une commission pour fixer justement les normes de la langue. Je veux dire, une langue dont les normes ne sont pas fixées, je veux dire, ça veut bien te dire que c'est un patois. Mmh. Et pour tout ce qui est scientifique et technique, ils vont devoir piquer soit à l'anglais, soit au russe. Non, mais c'est pas une belle langue, c'est horrible. Moi, quand j'entends parler ukrainien, quand je regardais les vidéos de ces tarés, là, hein, comme celui-là, moi, ça m'écorche les oreilles. J'ai les oreilles qui saignent. Hein. C'est horrible. Quand j'entends parler russe, ouais, moi, le russe, c'est une belle langue. Le français, c'est une belle langue. L'italien, c'est une belle langue. C'est une langue chantante, tu vois, c'est une belle langue, je trouve. Mais l'ukrainien, c'est une langue horrible. Je veux dire, qu'est-ce que c'est que ce délire? En quoi parler une langue, ça te rend plus beau et plus fort? Non mais allô. Ouais, c'est sûr, hein, il en a pris une dose, hein, c'est évident. Hein, pour sortir un truc comme ça. Là, je pense qu'il n'y a pas que des chocolats magiques. Hein. Non, ah parce oui, que quand on est rendu à ça pour faire la promotion de ta langue, c'est que t'es enfoncé dans le lisier jusqu'au cou quand même. Hein. Ah oui. Non, parce que je veux dire, ça veut dire que t'as rien de tangible pour défendre ta langue à part de sortir des conneries pareilles. C'est ça. J'ai jamais entendu un ministre de la culture français te dire que parler français, ça te rendait plus beau à l'intérieur et à l'extérieur. Je me plante peut-être, il y en a peut-être eu un taré pour le faire. Hein. Avec la République en marche, peut-être. Il faudrait regarder de près. Parce que eux aussi, hein, ils sont quand même bien... Ah bah oui, ils sont bien attaqués. C'est un autre genre. Mais ça sort des grosses conneries aussi. Mais là, c'est énorme. Le ministre de la Culture qui sort des trucs pareils. Mais vous avez fumé la colle. Vous avez fumé la colle, le papier peint, la moquette, les poils du chat, la litière du chat, ou les croquettes du chat, mec, je sais pas ce que vous avez fait. Mais arrêtez. Ouais. Non, sérieusement, quoi. C'est pas un spectacle comique de Zelensky, merde, c'est le ministre de la Culture. Vous devriez ouvrir une usine de boules qui est dans le Donbass. Juste pour le cas où vous tomberiez
sur une télévision qui parle ukrainien ou la radio. C'est le cas dans certaines zones proches du front. Dans certaines zones proches du front, les gens ne captent quasiment que les chaînes ukrainiennes. Parce qu'ils sont parfois un petit peu trop loin des pylônes de transmission côté RPD. C'est horrible. Moi, quand je me retrouve des fois sur le front et que le seul truc que tu as à la télé, c'est les chaînes ukrainiennes, je préfère aller me prendre un bouquin. Hein. Quand ils parlent ukrainien, franchement, je piche que dalle. Ça me fait mal à la tête, ça me fait saigner les oreilles, quoi. C'est horrible. Franchement, c'est... Non, c'est un patois. C'est un patois. C'est du russe déformé, avec des influences polono-austro-hongroises, qui viennent en fait de l'ouest du pays, qui a appartenu alternativement à l'un ou l'autre des pays limitrophes. Mais il faut arrêter. C'est pas une langue, c'est un patois. Ça veut pas dire que les gens n'ont pas le droit de le parler. Moi, je suis pour qu'on protège les différentes langues et les patois. Mais ériger ça en langue nationale et interdire d'enseigner en russe, de parler en russe à la télé, c'est n'importe quoi. Ils osent tout, hein, ils osent tout. Et c'est du délire. En plus, dans une interview pour Radio Svoboda, il a osé sortir que tout ça était tout à fait conforme à la réglementation européenne, et que il a même cité des histoires d'écoles où les Roumains pouvaient recevoir un enseignement dans leur langue natale. Je croyais que c'était plus possible avec votre fameuse langue sur l'enseignement. Vous avez interdit d'enseigner en autre chose qu'en ukrainien, donc vous vous contredisez vous-même. Enfin, ça devient, c'est vraiment de la bouillabaisse mentale, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment, c'est du boubli-boulga. Enfin, il y a plus aucune cohérence, ça devient n'importe quoi. Mais alors là, l'autre, non. Vous devenez plus beau intérieurement et extérieurement quand vous parlez ukrainien. Non. 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 Porky, il est pas beau quand il parle ukrainien. Paroubi non plus. La Timoshenko non plus. Faut arrêter, quoi. Non. Et je vous confirme, oui, ce que vous faites là, c'est en train de semer la division. C'est le même genre de loi qui avait foutu le feu en 2014. 5 ans plus tard, vous recommencez les mêmes conneries. Faudra pas venir chialer quand vous aurez une autre région qui va se barrer. Voilà, ça va mal finir tout ça, hein. Moi je vous le dis. Hein. Non, dans cette interview aussi, ils nous sortaient des délires, pareil, réécriture de l'histoire, en mode comme quoi ils auraient été opprimés au niveau de la langue sous l'Union soviétique. C'est l'Union soviétique qui a mené la première ukrainisation forcée, quand ils ont créé l'Ukraine. Avec justement enseignement obligatoire en ukrainien, etc. Qui c'est qui a opprimé qui, là ? Petit problème à force de réécrire l'histoire, à force on finit par raconter des grosses conneries. Donc voilà, ça c'était les jouets de l'Ukraine. Semaine prochaine, la semaine va être très très chargée, puisqu'on va avoir les festivités du défilé de la victoire, défilé du régiment immortel, jour de la République. Aujourd'hui, c'était la première prestation de serment donc des premiers membres de la jeune garde. Donc ce sont des jeunes patriotes qui se sont enregistrés donc, dans cette organisation patriotique qui leur enseigne donc, voilà, des notions de patriotisme, de maniement des armes, etc. Donc c'est des jeunes hommes et des jeunes femmes. Donc là j'en ai vu, il y en a un petit paquet qui avait entre 12 ans et 15 ans, quoi, un truc 16 ans maximum. Donc qui ont fait leur prestation de serment aujourd'hui devant le chef de l'État, devant Kononov, qui était le ministre de la Défense, devant Abkhaz, le commandant Abkhaz, hein, qui est quand même héros de la République, et puis d'autres personnes, d'autres ministres et personnalités. Donc prestation de serment collective. Donc c'est la première prestation de serment, hein, donc il y en aura d'autres au fur et à mesure que l'organisation va grandir. Ils vont d'ailleurs défiler le 9 mai et le 11 mai, donc aux côtés des soldats et des civils de la République. Donc tout ça progresse, hein. Il y a plein de choses qui avancent au niveau de l'RPD. Donc là, les gens commencent à rentrer, enfin pouvoir déposer leurs papiers pour la demande de citoyenneté russe. On
on a vu des files d'attente. Hein, donc il y avait un bureau qui a été filmé par Patrick. Il y avait plus d'une centaine de personnes qui attendaient là. Donc ça va se lancer là. Ça va rentrer, je pense, dans une phase assez active encore ce mois-ci. Et ils s'attendent à devoir, côté russe, à devoir délivrer à peu près 4000 passeports par semaine. D'accord. Oui, c'est énorme. Donc ça aussi, ça avance bien. Et donc, je pense aussi ce qui explique cette recrudescence des tirs. Là, je pense qu'ils essaient de se lâcher tant qu'ils peuvent, parce qu'une fois qu'une bonne partie des citoyens des deux républiques seront russes, ça sera fini de faire mumuse. Donc, je pense qu'ils se lâchent tant qu'ils le peuvent encore. Et tant que c'est encore Poroshenko qui est à la tête du pays. Et on va voir ce que va faire Zelensky. Mais pour l'instant, je suis pas très optimiste. Oui. Je pense pas qu'il va révolutionner le bousin. Je sais que Kolomoïski derrière. Je pense que l'Ukraine change juste de troupes de voleurs, quoi. Oui. Sans compter qu'une menace se fait jour du côté du Congrès américain, apparemment avec un projet de loi. On n'en parle pas plus parce que c'est un projet de loi, donc ça peut très bien ne pas aboutir. Mais la menace est très claire puisque la Russie serait désignée comme promoteur du terrorisme. Comme soutien et financement du terrorisme. Donc ils veulent, il y a des sénateurs américains qui veulent déclarer les RPD, les RPL comme organisation terroriste. Voilà. C'est-à-dire reprendre la terminologie ukrainienne. Quand je vois que ces gens-là ont financé Al-Qaïda, l'État islamique, Jabhat al-Nusra. Ouais. Fermez vos gueules. Prenez votre projet de loi, vous le roulez en une petite boule de papier, hein, vous mettez un peu de vaseline dessus et vous le mettez là où je pense. Voilà. Ouais. C'est tout ce que ça m'inspire. Ceci clôturera le site-rep, je crois. Voilà. Et donc, je vous dis à la semaine prochaine, mais donc, vous inquiétez pas. Bon, je publierai les reportages sur les deux parades, etc. Mais en dehors de ces deux parades, on va avoir des missions humanitaires, comme chaque année, à destination des vétérans, des familles, des enfants, avec la délégation française qui va venir pour ces festivités. Donc je vais être pas mal occupé, donc vous inquiétez pas si vous voyez pas beaucoup de publications en dehors des reportages des deux parades, c'est normal, c'est que je vais courir un peu partout et donc voilà, c'est tout à fait logique et donc je reviendrai à un rythme normal une fois les festivités terminées. Voilà. Bien, merci Christelle, je te souhaite une bonne soirée, un bon courage, prudence aussi à cause d'Azov dans le coin. Et à la semaine prochaine, donc à samedi prochain. Ouais, à samedi prochain, bonne soirée. Merci à toi aussi, au revoir.